Voilà, bonsoir tout le monde. Maintenant, on a vraiment commencé. Bonsoir pour cette session, la première après l'été, après un été qui était très chaud. Mais donc, on est prêt pour une nouvelle session de Sinoco avec six rhums. On va goûter ce soirée. Donc, comme j'ai dit, déjà, c'est en français. Mon français n'est pas trop bon, mais je suis très heureux d'avoir deux compatriotes ici qui sont beaucoup mieux en français que moi. Donc, ils vont vous parler. Je vais les introduire déjà. Je vais commencer avec Charlotte Bell, qui est Export Manager pour Spiribam, qui s'occupe de tous les rhums qu'on va goûter. Charlotte, bienvenue. Merci, bonsoir à tous et merci beaucoup d'être dans cette masterclass, de nous rejoindre pour parler de Rome. Voilà. Charlotte, vous êtes en Italie pour l'instant. Vous préférez être en Italie ou en Belgique? Oui. Ah, question piège. Je vais répondre que j'aime les deux. Ah, très bon, très diplomatique. Très bon. Alors, votre collègue ici, c'est Stéphane Brandt. Tout le monde le connaît de Sinoco. Stéphane, tu es en Belgique. Tu Oui, préfères Belgique ou l'Italie? je suis moitié italien aussi, donc c'est sans problème. Ok, ça va. On va pas faire trop de blagues. On va commencer à goûter les produits parce que tout le monde est prêt pour ça. Charlotte, je vous donne la parole. Je commence déjà la présentation ou Ouais. Et voilà. Est-ce que tout le monde peut voir ça? Oui. Oui. Ça va. OK, Charlotte, je vous suis avec la présentation. Eh ben, parfait. Bon, merci encore de nous rejoindre ce soir. Alors, on a de la chance parce que vous savez que la famille des Roms est assez vaste, avec beaucoup de choses différentes. Et donc, ce soir, nous, on a l'opportunité de déguster deux styles de rhum très différents. On aura dans une première partie des rhums dits traditionnels, donc pour nous de Sainte-Lucie. Et puis après, on parlera de l'AOC Martinique, donc des rhums agricoles. Donc, vous verrez deux mondes totalement différents. Donc, avec voilà, Stéphane, on va vous parler un petit peu des Ah, est-ce que distilleries, de la manière de produire les rhums. Et puis, on dégustera tout au long de la présentation voilà, les échantillons que vous avez reçus en amont. Donc, tu peux passer. Oui. Voilà, et on va commencer donc avec les rhums de Sainte-Lucie. Sainte-Lucie, donc, qui est une île qui se trouve dans les Caraïbes. En fait, si certains connaissent peut-être même la Martinique, c'est vraiment deux îles qui sont juste à côté. Hein. Il vous suffit de 20 minutes en avion pour passer de l'une à l'autre. Mais en fait, elles sont très différentes puisque si la Martinique fait partie de la France, en fait, est considérée comme département français, Sainte-Lucie est indépendante. Ideaal voor Wart. Elle est passée, alors il y a eu beaucoup de batailles, hein. Elle a été française, puis anglaise, à nouveau française, puis anglaise. Je crois que ça a changé 14 fois. Et puis finalement, maintenant, c'est une île indépendante. Hop, on peut continuer. Mhm. Ah, voilà. Voilà, donc je vais vous parler de la distillerie. Donc c'est juste la slide d'avant, je crois. On en a passé une. Celle-ci? Voilà, ouais, exactement. Donc, en fait, Saint Lucia Distillers, c'est la seule distillerie, l'unique distillerie qu'il reste à Sainte-Lucie. Donc, en fait, elle avait été construite, fondée en 1931 par la famille Barnard, qui était une famille très influente à Sainte-Lucie. Et donc, il avait bâti cette distillerie. Puis, à l'époque, il en restait deux. Et donc, finalement, les deux dernières distilleries ont fusionné pour n'en former plus qu'une, donc Saint Lucia Distillers, que vous pouvez voir sur cette photo. Donc, voilà, elles ont fusionné en 1972. Et puis, si on continue un petit peu l'histoire, juste après, c'est
une personne très importante pour l'histoire de la distillerie qui s'appelle Laurie Barnard. Et en fait, c'est lui qui a repris la distillerie, donc l'affaire familiale, en 1969. Donc en fait, il a vraiment participé à la modernisation, au développement de Saint Lucia Distillers. Il a tout d'abord créé la marque Chairman's Reserve. Donc on va goûter une des cuvées ce soir. Donc en fait, Chairman's Reserve, c'est Laurie Barnard, le Chairman's, en fait. Et puis, il avait vraiment un côté innovateur, créatif. Et c'est lui qui a introduit dans la distillerie plusieurs pot styles différents. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à Sainte-Lucie, la distillerie, ce qui fait la force de Sainte-Lucie, elle est vraiment connue pour ça, c'est qu'on a en fait une colonne, mais on a 3 autres pot styles, 2 John d'Or et un Vendôme. Et en fait, voilà, c'est des pot styles qui vous donnent des profils aromatiques sur les rhums qui sont bien sûr différents. Et c'est très recherché voilà, par ceux qui aiment beaucoup le rhum et qui s'y intéressent. Voilà, donc c'est vraiment grâce à lui qu'on a toutes ces variétés de pot styles et de manières de produire le rhum à la distillerie. Vous le savez sûrement, mais on parle de rhum traditionnel. Hein, on est dans une ancienne colonie britannique. Donc, en fait, on produit le rhum à partir de la mélasse. La mélasse, qu'est-ce que c'est? C'est un sous-produit de la production du sucre, en fait. Hein. Vous savez, à l'origine, la canne à sucre, c'était utilisé vraiment pour faire du sucre. Et donc, quand on avait ce process pour faire le sucre, à la fin, il vous restait un déchet, on pourrait dire, une pâte noire un peu sirupeuse qui a un petit goût de caramel et de réglisse. Et c'est la mélasse. Et donc, c'est ça qui est utilisé pour produire le rhum, encore aujourd'hui à 90%. Voilà. Il a quand même réintroduit un petit peu de canne à sucre, hein, Laurie Barnard. Voilà. Et lui, sa philosophie, donc c'est super important, notamment sur Chairman's Reserve, c'est la même philosophie. C'était que pour vraiment faire des rhums de la plus belle complexité possible et qui vraiment offrent le meilleur d'eux-mêmes, c'était qu'il fallait les assembler ensemble. C'est-à-dire qu'on va faire des blends de différents rhums, des assemblages de différents pot styles, un peu de mélasse, pourquoi pas un peu de canne à sucre, pour révéler le meilleur des rhums. En fait, c'est vraiment la philosophie de Saint Lucia Distillers. Mhm. Stéphane, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport au rhum traditionnel. Ouais, voilà, en fait, dans les rhums traditionnels, comme tu l'as dit, ce qu'il y a, c'est que aussi, ça représente la plus grosse production de rhum à travers le monde. Donc, on a vraiment 2 styles. On a les rhums de style espagnol, qui sont des rhums plus caramélisés, plus fruités, plus sucrés. Et alors, on a vraiment les rhums de style anglais, dont Saint Lucia Distillery fait partie, qui sont des rhums traditionnels. Et si je ne me trompe pas, en plus, chez Chairman, ça reste malgré tout naturel dans sa conception d'arôme. Donc, il n'y a pas ou très peu de rajout. Donc, tout se fait d'une manière très naturelle. Et je trouve que c'est vraiment les rhums de Saint-Lucie et de Chairman, entre autres, c'est vraiment des rhums qui font le lien entre les gens qui ont l'habitude de boire des rhums sucrés, style espagnol, avant de passer sur le style agricole, qu'on verra tantôt. Donc, c'est vraiment des rhums qui font le lien entre les deux et qui sont vraiment très intéressants à découvrir. Entre-temps, je montre un peu la bouteille aussi de ce qu'on est en train de goûter. Charlotte, Legacy qu'on est en train de goûter, quel est spécial de Oui, cette bouteille? alors sur la présentation, on a un Oui. bel outil qui permet de comprendre un petit peu la mentalité donc, de la création de ces rhums-là. Oui, je vais. Puis je vous ai mis aussi quelques photos des différents pot styles qu'on peut trouver à la distillerie. Voilà, c'est celle-ci ou Alors, j'ai pas encore l'image, ça va arriver. The Art of Blending. Oui, c'est ceux-là, oui, avec les différents pot styles. Voilà. Exactement. Alors ça vous montre un peu tout ce qu'il est possible de faire à la distillerie et ça l'explique de façon un peu plus simple. Donc, déjà, on commence avec la matière première. Donc, je vous l'ai dit, on utilise vraiment majoritairement de la mélasse, mais il se trouve qu'on a replanté donc, de la canne à sucre aussi sur la distillerie. Et donc, en fait, on va utiliser ces 2 matières premières pour le Chairman's Legacy. En fait, c'est pour faire honneur vraiment à Laurie Barnard, donc, qui est mort il y a quelques années maintenant. Donc voilà, pour lui faire honneur, vraiment respecter sa philosophie, on a lancé il y a 2 ans maintenant, je crois, le Chairman's Legacy.
Et on a voulu vraiment explorer tout ce qu'il est possible de faire à Sainte-Lucie, à Sainte-Lucia Distillers. Donc, on utilise de la mélasse, mais aussi du jus de canne. Ensuite, donc, on vient faire fermenter tout cela. Et puis après, pour la distillation, ici dans la colonne distillation, vous voyez, on a un John d'Or 1, un John d'Or 2, un Vendôme, et puis pour finir, la colonne. Chacun des rhums qui va être distillé dans un des pot stills n'aura bien sûr pas les mêmes arômes. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Et donc là, c'est vraiment le rôle du master blender qui va venir distiller chaque rhum séparément. Et puis après, on les assemblera pour les faire vieillir. Pour le vieillissement, on a plusieurs possibilités. Traditionnellement, on utilise quand même beaucoup de fûts ex-bourbon. Pourquoi? Parce que voilà, on a cette proximité avec les États-Unis. Et vous savez que pour produire du bourbon, vous êtes obligé d'utiliser des fûts neufs. Donc en fait, c'était vraiment simple pour les îles des Caraïbes de racheter les fûts qui avaient servi pour le... voilà, donc pour le Legacy, on est sur du fût de bourbon. Et puis après, voilà, donc vous avez ensuite le blending, vraiment l'assemblage que vous pouvez voir. Donc voilà, vraiment un peu de John d'Or, un peu de Vendôme qu'on vient faire vieillir. Donc voilà, là, c'est vraiment la science du master blender qui vient assembler les différents composants du rhum. Donc, ce qui en fait un rhum voilà, assez complexe, qui représente bien la philosophie de Shermans, et c'est pourquoi on a souhaité vous le faire déguster ce soir. On sent bien la matière première, hein, la mélasse, en ligne directrice, je dirais, qui est assez significative, en fait, qu'on retrouve voilà, dans les rhums de Shermans Reserve. Puis voilà, cette petite fraîcheur aussi apportée non seulement par la canne à sucre, mais aussi par le Vendôme, et puis la colonne, qui permettent voilà, d'obtenir des distillats qui sont assez fins, et puis avec une belle puissance aussi aromatique. Pour les participants, si vous avez des notes ou des impressions des rhums qu'on va goûter, mettez-les dans le chat. C'est toujours intéressant de voir ce que tout le monde expérience. Et aussi, n'importe quelle langue. Je trouve qu'avec le Sherman là, on est Legacy... sur un 5 Ouais. Vas-y. 6 ans en termes de condage. On a vraiment des arômes, je trouve, d'amande. C'est beaucoup de fraîcheur. Oui. C'est vraiment l'amande qui ressort le plus. Je ne sais pas comment on dit en néerlandais. Mais voilà, c'est vraiment c'est très agréable, c'est très fin. Mm-hmm. Je vois, Charlotte, qu'au niveau des styles ou des alambics, le John d'Or 1 et le John d'Or 2, la différence est la largeur. Donc, l'une est 450 litres, l'autre c'est 6000 litres. Donc, c'est une grande différence. Charlotte n'est plus là. Voilà. On l'a perdu. On l'a perdu, oui. Oui, non, c'est vraiment c'est vraiment les diamètres, en fait. Il y en a un beaucoup plus petit et un beaucoup plus grand. Et c'est vrai que entre les deux John d'Or, les arômes sont assez différents. On a déjà eu l'occasion de goûter des single cask de chez Sherman. Mm-hmm. Qui sont en John d'Or 1 ou 2. Et c'est vrai que la typicité d'arôme est souvent assez différente. Et c'est ça que, voilà, avec leurs 3 pot stills, ils peuvent vraiment s'amuser et faire des choses très, très différentes que peu de distilleries peuvent se permettre de faire grâce à leurs 3 pot stills. Je trouve toujours avec Sherman, c'est très souple. C'est très facile à boire. C'est ça. Ça a toujours de la fraîcheur, toujours de l'élégance. C'est vraiment un rhum de style anglais, mais qui n'a pas cette typicité d'être trop épicé, trop boisé. Ouais, comme dit Guy, c'est vrai que même certains avec un peu d'eau, ça a la fraîcheur qui va ressortir. C'est vraiment des rhums qui apportent énormément de fraîcheur. Et voilà, ici, le Legacy, même si on a dans l'assemblage une part de rhum qui a été distillé à partir de canne à sucre, mais on n'est pas sur une canne à sucre française, entre guillemets. Donc, non, c'est pas un côté agricole, floral, mais on n'a pas ce côté trop dur. Et ça reste assez agréable. Et aussi, vous voyez sur la photo, en fait,
Je vais continuer pendant que Charlotte n'est pas là. Oui, Ça voilà. y est, je suis revenue. Elle est revenue. Elle est revenue. J'ai meublé. Vas-y, Charlotte. Et ben alors, du coup, j'ai loupé la conversation. Je suis désolée. Alors, on expliquerait un peu la différence entre les deux John Dorn qui ont deux capacités différentes et qui apportent chacun un arôme atypique, en fait. Ouais. Alors, j'avais mis des slides sur chaque pot still. Je ne sais plus si c'est avant celle-ci ou après. Je vais demander à Yaron, mais il est occupé. Ouais. Parce qu'il me semble que justement, il y avait quelques notes aromatiques données par chacun des pot still. Donc, tu disais, le Legacy, on est sur un rhum qui a une moyenne d'âge de 6 ans, c'est ça? 5-6 ans, ouais, tout à fait. 6 ans, oui. Jérôme, j'avais mis des photos des pot still, si on peut. Oui, je m'excuse, il y avait un petit drame familial ici avec le petit. Donc, oui. Donc voilà. Vous le voyez maintenant? Oui, voilà, super. Donc, vous voyez, voilà, on a quelques notes aromatiques qui sont voilà, un peu particulières à chaque pot still là, qu'on peut voir. Donc, Jérôme, tu peux les passer les uns après les autres. Voilà, le John Doerr 2. Est-ce qu'on peut partager la présentation avec les participants par après? Bien sûr, oui. Oh, oui, voilà, OK. Donc, je vais envoyer la présentation à tout le monde après la dégustation. Voilà, mais déjà, ça peut vous donner une idée. Hein, en effet, voilà, chaque pot still amène aussi sa particularité. Et dans les 3 pot still, il y en a un des 3 qui est utilisé plus que les autres ou c'est aléatoire entre guillemets? Alors, j'aurais dit les John Doerr, ouais, plutôt les John Doerr. Je sais que le Vendôme est assez recherché hein, parce que c'est plus rare. Ah, ça c'est la suivante déjà. Voilà, donc là c'est voilà. Je ne sais pas si tout le monde a vu les notes de Yo dans le chat. Chairman's Reserve, très volatile, ça saute de sa bouteille, épicé, aussi bien parfumé, banane, raisin, raisin en rhum, poivre vert, on goûte bien les Caraïbes, plein de canne, mélasse, le nez s'ouvre en amande et un peu de marzipan frangipane. Voilà, c'est pas mal hein, au niveau de notes. C'est bien. Belle dégustation. Alors, si vous regardez un petit peu atypique sur le Chairman, vous voyez ça sur toutes les bouteilles de Chairman, vous avez 2 montagnes sur la bouteille, sur l'étui. Donc, si je ne dis pas de bêtises, Charlotte, c'est vraiment l'emblème de Saint Lucia. Oui, complètement. En fait, c'est 2 pitons. Je vais montrer. Qui se trouvent au sud de Sainte-Lucie. Donc, vous avez une baie et en fait, vous avez ces 2 immenses pitons, donc 2 montagnes qui s'élèvent et c'est vraiment sublime. Et puis, et voilà, donc ça représente en effet Sainte-Lucie. En fait, ils sont aussi sur leur drapeau national. OK. Parfait. Et puis, donc, je switch sur une autre marque, mais toujours donc chez Saint Lucia Distillers. Mais cette fois-ci, donc, on passe sur Amiral Rodney. Alors, qu'est-ce que c'est la différence? C'est que déjà, on est 100% mélasse hein, pour le coup. Et puis, on est 100% colonne. Voilà. Donc, il est distillé vraiment juste avec la colonne Coffee Still. Voilà, ce qui lui donne cette belle élégance et cette belle finesse. Et donc là, on déguste une cuvée un peu particulière puisqu'il s'agit d'un officer release. En fait, chez Amiral Rodney, vous avez une gamme de 3 produits classiques. Le Princesa, le Royal Oak et le Formidable. Ce qui change, c'est le compte d'âge, en fait. L'assemblage des rhums est plus ou moins jeune ou plus ou moins âgé. Ici, c'est un peu particulier. Donc, c'est une édition limitée qui a eu un finish en fût de whisky, en fait, donc d'Irlande. Et donc, c'est un millésime de 2009. Voilà, donc qui a vieilli. Et puis, après, on a fait un finish pendant 9 mois dans des fûts de whisky. Donc, vous voulez voir... alors, je vois quel whisky. Oui, alors, déjà. Ça, c'est la question que tout le monde va Oui, poser. alors, je suis en train de... J'ai un trou de mémoire, mais je vous retrouve ça tout de suite. Parce que je les mélange un peu, mais je vous retrouve ça. La particularité, je ne sais pas si certains connaissent la gamme classique, qui est vraiment, je dirais, la colonne vertébrale hein, chez Amiral Rodney, c'est ce raisin sultanin
vraiment qu'on retrouve du plus jeune au plus âgé, en passant par des notes de chocolat, de tabac. Puis le dernier est beaucoup plus sur le bois, plus complexe. Ici, je trouve qu'on est un peu plus sec. Et puis, on a des notes un petit peu fumées qui apparaissent et qui ne sont pas du tout présentes dans la gamme classique. Ouais. Et ça vient du whisky alors? C'est du whisky fumé? Ouais. Bon, alors après, il a vieilli environ 10 ans. Hein, donc, voilà, ça vient aussi forcément du bois. Mais moi, je trouve personnellement que par rapport aux autres, le whisky apporte ces petites notes-là. Parce que sans l'affinage dans les fûts du whisky irlandais, on est plus ou moins sur le même compte d'âge qu'un Amiral Rodney formidable. Complètement. 11-12 ans, puis après l'affinage de 9 mois dans les fûts de whisky irlandais. Et alors, j'ai retrouvé la distillerie. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est la distillerie Walsh. Et la marque, c'est The Irishman Whiskey. The Irishman, voilà. Ouais. Pour ceux qui sont amateurs de whisky irlandais. Alors, l'Amiral Rodney Official Release, donc ici, c'est la deuxième version. Oui. Charlotte l'a dit. Il y a une première version qui est sortie il y a 2 ans, 3 ans. 2 ans. Qui était une version Porto, qui malheureusement n'existe plus. Donc, si vous avez une bouteille, gardez-la bien. Parce que voilà, elle n'est plus disponible. Je les ai tout finis, Stéphane. Et qui n'avait rien à voir avec cette édition-ci. Donc, comme quoi l'utilisation d'un fût spécifique ou un finish a vraiment un impact sur le rhum. Et ça, on aura l'occasion de le voir après plus tard dans notre présentation sur le rhum agricole aussi. Hein. L'important, c'est le rôle que joue le fût dans la production du rhum, sur le profil final. Donc là, voilà, on est vraiment différent déjà. Si on compare avec le Legacy, la dégustation, normalement, doit être vraiment bien différente aussi. Est-ce que vous direz, Charlotte, au niveau de style, on parle souvent de style anglais, style espagnol, style français. Ouais. Comme Saint Lucia a eu beaucoup de différents impérateurs, ou comment dire ça? Colonisateurs. Colonisateurs, oui, voilà. C'est quel style, d'après vous? Alors là, en fait, donc les Britanniques ont fini par vaincre les Français. Et donc, on est totalement sur un style britannique inspiré. Vous voyez, le style britannique est aussi très connecté avec l'univers de la Navy, de la Royal Navy. C'est d'ailleurs pour ça que donc, quand vous voyez les bouteilles d'Amiral Rodney, hein, la carafe, le bouchon, voilà, ça a été fait aussi pour se remémorer aussi cette histoire de la Royal Navy. C'était bien sûr connecté. Donc, c'est un style british. Ils font beaucoup d'assemblages. Hein. Le rhum de type espagnol, ce qui change, c'est que pour le vieillissement, ils vont utiliser une méthode Solera. Souvent. Donc, qu'est-ce que c'est que la méthode Solera? On vient faire une pyramide de fûts et en fait, on va les assembler. En fait, la philosophie, c'est de dire que le rhum plus vieux viendra éduquer le rhum plus jeune. Et donc, chaque année, on fait glisser un pourcentage d'un fût plus jeune dans le fût de l'année précédente, si vous voulez. C'est une forme pyramidale, hein, from the top to the bottom. Et donc, voilà, ça, c'est un peu la caractéristique des rhums espagnols. Ils sont souvent distillés aussi à plus haut degré. Je prends Cuba, par exemple, ce qui fait que ce sont des rhums un peu plus neutres en termes d'arômes. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi très bien pour les cocktails, par exemple. On le verra après, mais à l'opposé, en Martinique, où on distille à 70%, les notes aromatiques sont vraiment très, très présentes. Là, on est sur du britannique. Donc, voilà, c'est vraiment les assemblages. Et vous voyez, d'ailleurs, on a le Master Blender, hein, qui est différent du maître de chai et qui n'existe pas en Martinique. Et donc, la bouteille carrée, c'est pour ne pas rouler sur le bateau Possiblement. Je sais pas. Et si on a au niveau marché, entre les deux versions, Sherman et Amiral Rodney, qui font partie de la même distillerie, l'impact est plus fort sur la gamme Amiral Rodney ou sur la gamme Sherman au niveau international? Alors, ça dépend. Je dirais qu'elles n'ont pas forcément la même cible aussi. Sherman's, on est vraiment sur l'assemblage, l'art de l'assemblage. On va tester des choses, différents pot styles, etc. Amiral Rodney, on est sur la gamme premium vraiment de St. Lucia Distillers. On recherche la finesse et l'élégance. Alors, le marché qui connaît mieux Sainte-Lucie, en fait, c'est le marché des USA, bien sûr.
et aussi des UK, parce qu'ils partent beaucoup en vacances, par exemple à Sainte-Lucie. C'est la destination numéro 1 pour les lunes de miel, etc. C'est vrai que nous, moi je parle pour la France par exemple, on connaît moins l'île de Sainte-Lucie. Donc voilà, c'est des marques qui sont moins connues également. Au UK, il y a un énorme marché sur Chairman's Reserve. Et dans les garanties, on est sur la gamme Official Release numéro 2. C'est une gamme qui va continuer avec les années à évoluer, je suppose. Alors oui, complètement. C'est une marque qui fonctionne bien et qui amène aussi certaines personnes à découvrir la gamme classique par l'intermédiaire de ces éditions limitées. Donc oui, on aura de nouveaux releases totalement. Ok, il y a de nouveau une belle note de dégustation dans le chat, Théo. C'est assez long, donc je ne vais pas lire tout, mais ça finit par très agréable, surtout dans la bouche. Donc voilà. Alors, je vais les lire ça. Et Guy est en train de s'inviter dans la distillerie pour une visite. Stéphane? Ouais. Très belle idée, Guy. Voilà. Tu vas acheter combien de fûts, Guy? On peut s'arranger. Merci super. Pour la note de dégustation. C'est très intéressant d'avoir ce retour-là aussi. Top. On est à Sainte-Lucie maintenant. On peut peut-être voyager juste un peu plus nord, vers la Martinique. Alors, est-ce qu'il y a des questions déjà peut-être sur Sainte-Lucie en général, sur les rhums traditionnels ou des remarques Tous très attentifs. Alors, j'ai volontairement pas repris pour l'instant les étapes de production du rhum parce qu'on le verra plus en détail sur l'AOC en Martinique. S'il y a beaucoup plus de détails. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi d'en parler pendant qu'on discutera des rhums agricoles plutôt que maintenant. C'est quasiment la même chose. Il y a juste la matière première vraiment qui change. Okay. Je ne vois pas trop de questions dans le chat, Charlotte. Donc, alors, je crois que tout est clair. Continuons. Voilà. Donc, je mets sur l'écran la suite. Voilà. Donc, on va partir, on va changer d'île et on va partir en Martinique. Voilà. Vous voyez d'ailleurs sur la carte, vous voyez la Martinique et puis juste en dessous, vous voyez Sainte-Lucie. Comme ça, vous pouvez situer où se situent ces deux îles par rapport à l'archipel. Donc, la Martinique, pour le coup, territoire français, ancienne colonie française, mais qui maintenant fait vraiment partie du territoire français, comme un département. Voilà, on parle français là-bas, on a la même monnaie. Voilà. Bon, bien sûr, la culture reste différente. Ils ont leur propre dialecte, le créole. Mais voilà, c'est un département français. Mais on paye en euros? Oui, on paye en euros. OK. Moi, si moi, demain, je veux aller en Martinique, j'ai juste besoin de ma carte d'identité. Okay. Bon, et de faire un long trajet en avion. Mais c'est très facile. Donc voilà, je vous ai mis une carte aussi de la Martinique. Vous voyez la forme. Et puis, voilà, les distilleries aussi ou les anciennes habitations qu'on peut y trouver. Donc, nous, on va se concentrer sur 2 distilleries ce soir. La distillerie JM, que vous pouvez voir, c'est celle qui est le plus au nord de la Martinique. En fait, on peut séparer la Martinique en 2 parties. Au sud, vous avez la Martinique bleue, vraiment avec les plages, la carte postale qu'on connaît, les belles plages. Et puis, au nord, c'est beaucoup plus la jungle, la Martinique verte. Et donc, JM se situe vraiment dans cette belle jungle tropicale au pied du volcan qui s'appelle la Montagne Pelée. Et puis, la deuxième distillerie, ce sera l'habitation Clément, qui se situe plus partie centre-sud à droite, au François. Voilà, et donc l'AOC Martinique, qui est vraiment spéciale et particulière, puisque c'est le seul endroit où en fait on a des règles, un cahier des charges très précis à suivre pour produire le rhum. Voilà, et c'est vraiment pas le cas partout, uniquement en Martinique où on a toutes ces règles-là. Mais avant, je vais reprendre un petit peu, mettre un peu de contexte historique aussi. Donc, à l'origine, la canne ne vient pas des Caraïbes, elle vient de l'Asie
et a été importé par Christophe Colomb lors de son second voyage dans le Nouveau Monde. Et en fait, les Français ont commencé à produire du sucre et du rhum très très vite, dès le XVIIe siècle. Et à l'époque, la Martinique vraiment était connue comme l'île du sucre. Cependant, son influence était un peu limitée par des mesures protectionnistes qui avaient été instaurées par le main country, enfin, la France métropolitaine, et qui autorisait les îles à faire du commerce seulement avec vraiment le territoire principal, quoi, la France métropolitaine. Donc c'était super forcément pour la France métropolitaine, mais ça limitait un petit peu le développement du commerce dans les îles, et notamment en Martinique. Au 19e siècle, donc ces mesures protectionnistes n'existent plus, ont été abolies. Et avec la révolution industrielle, on développe vraiment la production, on produit de plus en plus. Et la Martinique devient le premier producteur, donc ce qui est quand même incroyable, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le rhum agricole, donc ce n'est pas que la Martinique, le rhum agricole en général, ça représente seulement 10% de la production. C'est pas grand-chose. Voilà. Donc, il faut s'imaginer qu'à l'époque, c'était vraiment énorme. Malheureusement, donc, on a eu un problème de surproduction. En plus, voilà, il y a eu une importation de sucre de betterave qui en fait a fait énormément concurrence au sucre de canne parce qu'il coûtait moins cher, tout simplement. Donc la production s'est un peu effondrée. Et en 1902, on a la montagne Pelée, dont je vous parlais juste avant, qui est vraiment à côté de chez JM, qui est entrée en éruption et qui a détruit toute la ville de Saint-Pierre. Et Saint-Pierre, c'était vraiment la ville la plus importante, la capitale de la Martinique. Et donc, suite à cet événement vraiment tragique, il y a beaucoup de petits planteurs qui ont abandonné la production de sucre. Et donc, ceux qui restaient ont décidé d'utiliser donc la canne vraiment pour faire du rhum directement. Voilà, donc c'est la naissance du rhum agricole. On n'utilise plus la mélasse, on utilise vraiment le pur jus directement de la canne qu'on vient broyer. Et puis une autre étape importante, forcément, ça a été l'obtention de cet AOC en 1996. Donc ça a changé beaucoup de choses. Vous savez, nous les Français, on adore les AOC, on en a sur tous les vins, on en a sur le fromage. On en a aussi sur le rhum de Martinique. Voilà, donc on peut passer à la diapo suivante. Voilà, je reprends un petit peu, qu'est-ce que c'est l'AOC Martinique, quel est son rôle? C'est vraiment pour attester de l'existence d'une culture historique, vraiment de tradition, et puis aussi d'un patrimoine géographique qui est lié au produit. Voilà. Donc, en fait, votre produit, il a plusieurs dimensions. Il a une dimension qui est liée à sa géographie, à son terroir. Il a une dimension qui est liée à son histoire, qui est assez riche en Martinique, qui est aussi un peu controversée, et puis qui est forcément liée aux traditions et à la culture. Voilà, Wim me demande déjà ce qu'on boit avec ceci. Donc, la prochaine sera le Jardin Macouba. Oui, alors, on peut commencer tout de suite. Vous allez tout de suite voir comme ça la différence. Voilà, pendant que je vous parle de la canne à sucre, vous pouvez commencer à boire le blanc. Vous allez comprendre. Déjà, je vous invite à juste le sentir au début. Et le parfum que vous avez, c'est le parfum que vous avez. Enfin, voilà, quand vous vous baladez dans un champ de canne, c'est ça. Voilà, Stéphane, j'imagine que tu es d'accord avec moi là-dessus. Oui, tout à fait. Ouais, moi, j'ai eu l'occasion d'aller là-bas et c'est vrai que quand vous coupez la canne à sucre, vous croquez dedans, il y a vraiment ce jus qui coule, c'est extraordinaire. Donc, Ouais, alors, je vous disais qu'il y a beaucoup de règles. Et ça commence par la canne à sucre. Donc, vous voyez sur la carte, les zones en jaune, c'est les aires où vous avez le droit de planter et de cultiver de la canne pour faire du rhum AOC. Pareil, vous avez certains types de cannes qui sont autorisées, 29 pour être précis, sachant que je vous ai mis celles qu'on utilise majoritairement, par exemple la canne bleue, la canne rouge, voilà. Donc, on a une période de récolte qui commence en juin et qui termine en août. Chez nous, elle termine plutôt en juin. Et donc, voilà, là, vous pouvez ressentir dans le rhum blanc vraiment
toute la fraîcheur de la canne, ce qu'on fait, c'est qu'on vient donc récolter la canne et puis on va le plus vite possible à la distillerie parce que le but, c'est de broyer les cannes pour récupérer le jus frais, ne pas perdre en arôme et puis pour éviter, vous voyez, une oxydation naturelle, un début de fermentation, hein, comme quand on mord dans une pomme, hein, tout simplement. Bon, bah ça, on veut éviter. On veut garder vraiment toute la fraîcheur des arômes. Si je ne dis pas de bêtises, Charlotte, la distillerie JM est une des rares à être propriétaire de ces champs de canne à sucre, non? Oui, et à être aussi autosuffisante, hein, à 90%, voire plus. En fait, elle se suffit à elle-même, finalement. Donc, elle a toute la canne dont elle a besoin. Et en fait, toutes les plantations de canne sont plantées aux alentours de la distillerie. Donc, ça, c'est sympa parce que de pratiquement chaque parcelle, vous voyez la distillerie. Et donc, ça permet d'aller aussi très vite ensuite broyer les cannes. Le jardin Makuba, c'est une édition limitée. Dans quel sens Alors, donc, oui, alors en effet, c'est une édition limitée qui fait suite à 2 précédentes éditions. On avait le Joyau Makuba juste avant. En fait, c'est des rhums blancs qu'on sélectionne spécialement pour leur profil aromatique, hein, qui est plus appuyé que le rhum classique. Le degré alcoolique est toujours un peu plus élevé aussi. Là, je crois qu'on est à 53 quelque chose. Si je me trompe. 53,4. Ok, voilà. Et alors là, la différence aussi, c'est que ce rhum blanc a une fermentation un petit peu plus longue que normalement. Voilà, et ça se ressent. Alors, donc, je continue un petit peu sur la diapo, mais la fermentation, c'est là que tous les arômes se créent finalement. Donc, c'est très important et c'est très contrôlé. Vous avez plusieurs options quand vous faites une fermentation. Vous pouvez utiliser des levures boulangères ou alors des levures sauvages. Nous, pour la AOC Martinique, on utilise des levures boulangères. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà à peu près quels arômes on va obtenir à la fin. C'est plus facile à contrôler. Des levures sauvages, c'est super parce que vous allez obtenir des arômes qui sont directement liés à l'environnement de votre distillerie. Cependant, c'est beaucoup plus difficile à contrôler. Et la fermentation, si vous la ratez, votre rhum ne sera pas bon. Aussi, en Martinique, on fait une fermentation qui est courte. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, la fermentation, elle intervient dans un milieu qui est humide, un petit peu chaud, et puis surtout acide. Pourquoi? Parce que les levures, elles se plaisent dans cet environnement-là, et donc elles vont se développer, puis par interaction avec le sucre qui est présent dans le jus, elles vont développer certains arômes. Et puis ensuite, une fois qu'elles ont fini, elles meurent. Et là, on a d'autres bactéries qui sont présentes en fait dans l'air, dans les champs, dans la distillerie, qui prennent le relais et qui, elles aussi, à leur tour, vont créer d'autres arômes. Voilà. Nous, on veut limiter l'action des bactéries. C'est pour ça qu'on fait des distillations qui sont courtes, 24 heures, hein, souvent. Vous voyez que dans la législation de l'AOC, on peut aller jusqu'à 5 jours, mais en fait, c'est entre 24 et 48 heures, pas plus. Là, ce rhum blanc, il fait une fermentation un peu plus longue, donc on a laissé le temps à d'autres arômes de se développer ou alors d'être plus prononcés. Et donc là, je fais un parallèle avec les rhums de Jamaïque. Hein, on dit souvent que les rhums de Jamaïque, c'est un peu funky. En fait, on fait des fermentations très longues. Donc voilà, on a et les levures et les bactéries. Voilà, donc plus d'arômes. Belle question. Donc, sur la diapo, le fermented wine is called Vesu. Ça se boit aussi ou c'est toujours distillé? Non, c'est distillé. Ah, bon. Après, j'imagine qu'on peut le boire, hein, mais non, c'est distillé. C'est Yo, hein, il veut toujours goûter tout. Ah bah, je pense que c'est une bonne expérience. Je ne suis pas sûre que ce soit très bon. Enfin, ça doit être un peu étrange. Je n'ai jamais goûté. J'aime beaucoup ce jardin Makuba, en fait. Au niveau de rhum blanc, c'est très, très complexe, je crois. Oui, non. Pour moi, j'ai eu l'occasion, celui-ci, de le déguster avec un tonic, avec un client qui est présent ce soir. Et c'est vrai que c'était très, très surprenant. C'était vraiment avec la palette aromatique du JM. Pas le faire anti-ponche, mais le faire avec du tonic. Et c'était vraiment très, très agréable à boire. J'ai jamais testé. À faire alors. Oui, sinon, c'est vrai que la façon traditionnelle, c'est
anti-punch, hein, vous voyez, avec un peu de sucre ou du jus du sirop de sucre et puis un citron. Il y a des notes Ça sent la ici. Martinique. Ouais, mais vraiment, moi, Oui. chaque fois que je commence une dégustation ou quelqu'un qui ne connaît pas bien le rhum agricole, faites-lui sentir les arômes pour qu'il comprenne où on se trouve, en fait, dans quel contexte. Hein, quelqu'un qui est habitué à des rhums traditionnels ou des rhums espagnols qui sont beaucoup plus doux, si vous lui faites déguster un rhum vieux agricole, forcément, il ne va pas comprendre. Donc, commencez toujours par un blanc, même juste au nez. Voilà. Là, on est dans un champ de canne. Là, on est sur du pur jus, vraiment. Voilà. Forcément, c'est différent. Alors, on va continuer avec la distillation. Voilà, donc là, je vous ai mis la photo de la colonne qu'on a chez JM. Voilà, une colonne créole, ça s'appelle comme ça en cuivre. Alors, pourquoi en cuivre? Est-ce que vous savez pourquoi on utilise du cuivre? En fait, tout simplement parce que lors de la fermentation, donc lors de la conversion du jus en alcool, donc on a forcément l'alcool qui se crée, hein, l'éthanol, ce qu'on appelle les esters, qui sont les différents arômes, mais on a aussi du soufre qui apparaît. Et ce soufre, on n'a pas tellement envie de le retrouver dans le rhum à la fin parce que ce n'est pas très agréable. Et en fait, le soufre va réagir avec le cuivre et va tomber, pouf, tout au fond de la colonne. Ce qui fait qu'il ne passera pas dans vous voyez les vapeurs, hein, qui après on vient refroidir et c'est ce qui crée le rhum. Voilà, on a toujours un petit peu de soufre, mais vraiment moins. On l'élimine grâce au cuivre. Nous, on distille donc pour l'AOC entre 65 et 75%. Hein. Je vous disais, par exemple, je prends un rhum de Cuba, c'est distillé à 90%. Voilà, donc on a vraiment beaucoup d'arômes. Et puis alors après, comment on fait? Vous savez, le principe de la distillation, hein, je reprends rapidement, c'est qu'on a donc le jus qui arrive par au-dessus. On fait bouillir en bas, on chauffe avec une chaudière, on a de la vapeur qui se crée. Et donc, à chaque plateau, hein, vous pouvez voir là les différents plateaux de la colonne, on a une rencontre entre voilà, ce jus, cette vapeur, donc ça barbote ensemble. Et puis, donc, tous les composants qui ont un point d'ébullition faible, forcément, ils vont s'élever tout de suite dans la colonne. Ils vont aller très haut tout de suite. Alors que les composants qui ont un point d'ébullition, ils ont besoin d'être très chauds, ils vont avoir du mal à s'élever, hein, parce que forcément, en haut de la colonne, il fait moins chaud qu'en bas. Et donc, ils vont redescendre. Voilà. Donc après, si vous enlevez, après, c'est le maître de chai qui choisit d'extraire le rhum sur l'un ou l'autre des différents plateaux, hein, des différents niveaux. Et selon le plateau, le niveau auquel vous enlevez votre rhum, les arômes sont plus ou moins présents. Mais la colonne ici, c'est assez haute, je crois. Ouais. Aussi comparé à les autres. Oui, c'est assez haut. C'est moins haut que des colonnes qu'on peut trouver à Cuba, hein, par exemple. Hein. Voilà. C'est au moins 20 plateaux. Voilà, ça, c'est la règle. Et alors, on est sur une distillation continue. Oui, exactement. Voilà, on n'est pas sur des batchs comme dans des pots still, hein, où on distille batch par batch. Là, en fait, on insère le jus, le vésou en continu, en fait. Et puis, par un autre tuyau, vous avez la vapeur qui s'élève, qui est refroidie. Et puis, nous, on récupère après le jus. Et donc là, vous avez deux options. Soit vous voulez faire un rhum blanc, donc on récupère le jus, on va le réduire avec de l'eau de source, voilà, le faire reposer pendant 6 mois pour ne pas choquer les molécules du rhum. Ou alors, on le met dans des fûts et on le fait vieillir. Donc, on va pouvoir continuer la dégustation sur un rhum JM. Donc là, alors on va peut-être commencer juste par le rhum et puis on reviendra sur le vieillissement après. Voilà. Donc là, je vais juste vous en parler un petit peu avant parce que c'est particulier. C'est une nouvelle gamme qu'on a lancée chez JM et qui est un peu expérimentale. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu montrer, vous savez que dans les rhums agricoles de Martinique, on n'ajoute rien, hein, pas de caramel, pas de sucre, vraiment
Alors, vous avez le droit à moins de 2% pour pas que ça affecte le goût du rhum. Mais chez JM et chez Clément, il n'y a pas un bidon de sucre ou de caramel qui traîne. Et donc, on a voulu montrer et s'amuser avec les fûts. Montrer que vraiment le fût, le type de bois a un impact sur le profil du rhum. Donc, par exemple, pour celui-ci, qui a vieilli 3 ans, on a utilisé énormément de fûts de chêne français. Pourquoi? Parce qu'il apporte vraiment des notes plus épicées et plus de puissance au rhum. Hein, l'ex-bourbon, par exemple, vous apporte plus de douceur et de notes de vanille. Voilà. Là, on a utilisé vraiment uniquement du bois français. Et vous allez voir qu'il a des notes un petit peu voilà, épicées. Et par rapport au profil de rhum agricole qu'on déguste d'habitude, c'est un petit peu différent. Et ce sont des fûts vierges ou des fûts de vin? Alors, ouais, alors il y a un mélange, mais il y a beaucoup de fûts neufs, en effet. Ok. Voilà, ça, c'est une gamme qui, au départ, était adressée au barman hein, pour la mixologie. Voilà pourquoi aussi les degrés sont parfois un peu plus élevés. Puis finalement, ça fonctionne aussi très bien en œnothèque, en cave à vin. Les deux autres dans la gamme, Stéphane, c'est le jardin fruité et le fumé et le volcanique. fumé volcanique, oui. Donc en fait, à la base, c'est vrai comme cette gamme-là a été sortie tout au début pour la gamme des barman, comme on avait dit. Voilà, mais le Covid est arrivé par là, donc ça a été un peu difficile. Donc on a proposé aux cavistes. Et c'est vrai que ça a eu un bel impact, inattendu, je crois que de la part de tout le monde. Et donc il y a eu le jardin fruité et le fumé volcanique qui sont arrivés ensemble. Moi, je trouve que le jardin fruité a vraiment donné une image un peu plus souple de la maison JM par rapport à ce qu'il y avait sur le marché. Tandis que le fumé volcanique, c'est vraiment, on a retrouvé, moi je trouve qu'on a retrouvé vraiment les origines, l'ADN de la distillerie. Et l'un et l'autre ont vraiment bien marché. Et voilà, chacun avec des degrés d'alcool différents à 42 à 49. Donc ici, je crois que l'épice créole est arrivé cette année-ci. Et voilà, moi je trouve que ça a vraiment complété, les trois se complètent. Ils sont tous très différents, chacun a leur typité d'arôme. Et voilà, moi quand j'ai goûté la première fois l'épice créole, ben, on a l'impression d'être vraiment en Martinique parce qu'on retrouve tous les arômes, tout le charme de toutes les épices qu'on peut retrouver sur l'île. Pour l'épice créole, Charlotte, si tu devais, par rapport aux deux premiers qu'on avait avant, celui-ci, si tu devais en faire un cocktail, tu préconiserais quoi? Tu le ferais comment? Alors, moi, j'ai une bouteille à la maison. Alors, je ne suis pas du tout barman, mais alors, en fait, je mets de l'épice créole et donc je mets de la ginger beer avec, donc en tonique. J'ajoute du citron vert. Et puis aussi, on a des bitters chez JM. On en a un au piment, justement, un piment de Martinique. Et donc, j'ajoute voilà, quelques notes de bitters piment, puis avec un glaçon. Et donc, ça, c'est super facile à faire, mais c'est délicieux. Et ça, voilà. Ça fonctionne, en tout cas, pas mal. Et tout pour l'épice créole, tout ce qu'on utilise, vraiment, tout vient de la Martinique. Ouais. On est d'accord, ouais. En fait, il n'y a pas d'épices dedans. Hein. Oui, c'est ça, oui, on est d'accord. Oui, c'est par rapport à la distillation. Qui donne. C'est interdit par là aussi de rajouter des choses de toute façon. Oui, complètement. C'est une gamme qui va continuer, voilà, qui a trouvé son créneau sur le marché. Oui, complètement. Alors, l'idée aussi, c'était d'aller toucher peut-être une autre cible, une cible un peu plus jeune, parce que JM est très connu voilà, pour ses millésimes, pour ses rhums vieux. Hein. Mais voilà, on avait envie d'aller parler à des personnes qui ne sont pas forcément très connaisseurs de rhum agricole et qui ont envie de... Voilà, ça peut faire une porte d'entrée aussi plus accessible. Et puis aussi de parler à la communauté barman, hein, parce qu'on en a beaucoup chaque année qui viennent à la distillerie. Voilà, on voulait aussi développer des produits qui soient plus adaptés à la création de cocktails. D'où la forme de la bouteille aussi, hein, qui est plus adaptée. Et on les a créés en collaboration avec un barman parisien d'ailleurs. Je trouve ça une très belle trinité, hein, les trois. Donc, le fumé volcanique, l'épice créole et les jardins fruités. Ils sont tous très différents, mais très intéressants, tous les trois. Si je dois comparer les trois, je dis souvent le jardin fruité, c'est vraiment pour ceux qui viennent dans le monde des rhums un peu plus doux,
pour découvrir le style JM. L'épice créole, voilà, c'est vraiment le côté plus épicé et autres. Et le fluvio volcanique, c'est même pour ceux qui sont amateurs du style rhum JM vieux ou qui viennent du monde du whisky. Oui, je crois aussi. Donc, on touche vraiment 3 publics différents avec les 3 de la gamme. Oui, comme tu dis, Stéphane, c'est certainement le fumé volcanique pour les amateurs de whisky. Ça, c'est une belle entrée dans la gamme de JM. Et ils m'ont vraiment surpris tous les 3 à chaque fois. Parce que ça a été un peu, pas bizarre, mais la première fois qu'on a goûté ces rhums-là, on se dit, oula, qu'est-ce que JM fait avec le jardin fruité? C'est moins son style. Et étonnamment, ça a super bien marché pour toucher un public plus jeune. Et quand le fumé volcanique est arrivé, c'est vrai que là, les gens ont fait waouh. Pareil avec l'épice créole qui est arrivé, on nous a encore surpris avec cette 3e version qui était très différente de ce qu'on avait l'habitude de boire. Il y a une très belle idée dans le chat de faire un old fashioned avec ce rhum-ci. Oui, c'est vrai, très bonne idée. Ah, puis après, c'est libre à l'imagination et à la créativité de chacun, mais c'est vraiment l'objectif avec ces 3 produits. Et puis voilà, bon, sinon vous pouvez aussi les déguster purs. Je pense notamment au jardin fruité, qui pour le coup se déguste tout à fait pur. Peut-être en profiter pour revenir sur la slide du vieillissement. On va peut-être en parler un petit peu avant de passer au Clément. Voilà. Ah, je suis intriguée par le fumé volcanique maintenant. Yo, viens chez moi. Je l'ai ici à la maison. Voilà, je vous ai mis 2-3 infos donc aussi sur le vieillissement en Martinique. Voilà, donc pour être appelé un rhum vieux, c'est au minimum 3 ans, VO, very old. Puis après 4 ans, VSOP, XO, 6 ans. Puis à partir de 6 ans, on peut aussi mettre le vintage, le millésime sur la bouteille. Et bien sûr, le rhum doit être embouteillé en Martinique. Le rhum agricole, ça commence dans le champ de canne et puis ça termine vraiment à l'embouteillage. Qu'est-ce que ça veut dire the finishing methods are permitted in such a way that their effect on the obscuration of rum is less than 2% volume? Does that mean? C'est ce que je disais. En fait, vous pourriez rajouter un peu de caramel, par exemple. Je pense imaginons un VSOP. Donc, votre VSOP, à chaque fois, c'est le même. Vous avez le même profil et vous souhaitez avoir la même couleur. Donc là, c'est autorisé, par exemple, de mettre 3 gouttes, mais en fait, de manière à ce que ça ne puisse pas avoir un impact sur le rhum. Okay, mais voilà. Mais après, comme je le disais, ça, c'est ce qui est autorisé. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait, nous. Non, mais je m'imaginais des finishes sur des fûts de whisky, par exemple, comme l'Admiral Rodney, et je ne pouvais pas m'imaginer. Ah non, la finish, c'est dans le sens des opérations d'ajouter des choses. De rhum. Ouais. Ok. Et alors, que je regardais, donc les termes VSOP, XO, ce sont des termes qu'on utilise principalement pour tout ce qui est des alcools français. Oui, comme cognac, l'Armagnac, par exemple. Calvados. Ouais. Alors, la seule différence, c'est que le cognac, le XO en cognac est passé à 10 ans maintenant. Ah oui. Voilà. Et alors, je vous invite donc peut-être à déguster le single cask de Moka. Donc, vous voyez, on va partir sur quelque chose de là complètement différent. Voilà, alors je vous ai mis les 3 parce qu'au départ, ça fait partie de la même collection. Donc les single casques avec 3 profils différents. Déjà, qu'est-ce que c'est un single casque? C'est un fût unique. Voilà. Et donc là, l'objectif, c'était d'aller proposer des profils aromatiques un peu différents. Et donc, le Moka, c'est un 5 ans d'âge. Donc, vous verrez, déjà, ça va, en termes de vieillissement, ça change beaucoup, 3 ans. Et donc, voilà, là, on est allé chercher ces notes de Moka, de café qui se développent forcément au bout de 5 ans. Toujours ces arômes de vanille, puisqu'on est dans du fût de Bourbon, là, cette fois-ci. Donc là, vous allez passer sur une dégustation tout à fait différente. Stéphane, peut-être que tu veux en parler un peu de celui-là. Donc, comme tu dis, c'est chaque fois des single cars, donc c'est chaque fois des éditions limitées. Chaque bouteille est numérotée. Donc voilà, je crois que c'est plus ou moins chaque fois 600 bouteilles en règle générale. On a la bouteille numéro 470. Voilà.
Et, voilà, donc ici, ce soir, on goûte le mocha intense. Pour la tête d'information, vous voyez sur la photo, il y a le 100% canne bleue et le vanille intense. Avant que les gens me posent la question, ces deux versions-là n'existent plus. Mais Donc, vont être remplacés. Ils vont être remplacés. Voilà. Dans ces versions vanille et 100% canne bleue, dans ce format-là, il n'existe plus pour l'instant. Mais comme dit Charlotte, ce qu'on va proposer maintenant, donc il y aura toujours un 100% canne bleue. Et donc là, la prochaine référence, ce sera une chauffe extrême. C'est-à-dire qu'on est venu vraiment brûler les fûts. Vous savez, quand on joue sur la chauffe des fûts, ça a un impact aussi énorme sur le profil aromatique de vos rhums. Donc voilà, on revient avec 2 nouvelles références sur ces rhums-là, mais il y aura toujours un 100% canne bleue. Et c'est vrai que les single cask, autant le 100% canne bleue que le mocha, moi, quand je fais les masterclass, j'aime souvent mettre ces 3 rhums-là, peut-être moins le vanille intense, mais les mettre en masterclass et je mets celui-là à l'aveugle dans une dégustation de whisky, en premier ou en deuxième, après un whisky irlandais par exemple ou un autre. Et c'est des fois très surprenant parce que voilà, il y a tellement de complexité d'arômes. Voilà, au moment où on le goûte, on sent qu'on est sur un rhum, mais au nez, c'est vrai que c'est des fois très atypique et ça sort vraiment de l'ordinaire par rapport à ce qu'on peut avoir même dans la gamme traditionnelle chez Clément, bien sûr. Alors, je fais un peu de teasing, mais j'étais pendant les vacances en Martinique. Et donc, j'ai eu la chance de goûter chez Clément la nouvelle version en chauffe extrême. Et c'est absolument délicieux. Vraiment sur les notes de cacao, de chocolat, de tabac. Et voilà, non, vraiment, j'ai trouvé super. Oui, mais c'est ce type de fût, type alligator, je crois qu'on appelle ça. Ouais, C'est toujours très intéressant. Hein. Alors, alligator, en fait, parce que l'aspect du fût, en fait, il en vient à craqueler quand on chauffe. Et donc, voilà, chauffe crocodile ou alligator. Chauffe crocodile. Ça, c'est un bel nom. Et donc, pour être vraiment clair, mocha torréfié, ça n'a rien à faire avec du vrai café. Ce ne sont pas des fûts qui ont contenu du café ou des choses comme ça. Okay. Non. Mais souvent, en fait, vous le remarquerez dans les rhums agricoles, quand on entre 4 et 6 ans, en fait, c'est totalement les arômes qui sont développés aussi par le bois. Hein. Ces notes de mocha, de fruits secs, de tabac pour les plus âgés. Voilà, ça, c'est le bois qui apporte tous ces arômes. Moi, ce que je trouve avec les rhums de la maison Clément, hormis les single cask, le mocha qu'on goûte aujourd'hui, et ça, c'est un peu l'impact que j'ai vu au fur et à mesure des années depuis que je connais la maison Clément. Clément est un des rhums agricoles de la Martinique qui est peut-être le plus facile pour découvrir le monde agricole. Si je dois comparer à JM, par exemple. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la plus belle porte d'entrée dans le monde agricole et dans les rhums martiniquais. Voilà. Hormis, on est d'accord, les single cask qui sont plus atypiques parce qu'il y a toujours cette finesse, cette élégance, cette fraîcheur. Et je trouve qu'en plus, Clément fait énormément de belles choses, autant dans la gamme traditionnelle que dans les single cask, que dans des cask strengths, éditions limitées ou autres. Là, on nous demande si c'est un cask strength. Il me semble bien que si, celui-ci est un cask strength. Je voulais aussi demander, c'est 41,8%, donc c'est pas trop haut, je crois. Donc, je me demandais aussi si c'était brut fût ou pas. Il est légèrement réduit, en fait. Légèrement, ok. Il est mis en fût le 1er avril de 2015. Donc, c'est les gens qui... faire un moment. Non, mise en fût. Mise en fût, ah oui. Ouais. Et ouais, dans la gamme Clément, c'est vrai qu'on a déjà eu, moi je prends l'exemple pour le marché belge, on a déjà eu l'occasion de faire des single cask. Je ne sais pas si on avait déjà goûté, il y avait eu un cigar shop, il y avait eu un autre rare cask collection. Donc voilà, c'est vrai que Clément nous permet de sélectionner de temps en temps des fûts avec des palettes aromatiques très très différentes, qui sont toujours très agréables. Voilà, donc, Sapristi, quelle belle bouche. Une note de dégustation. Oui, ça, en fin de dîner, c'est très agréable. Hein. Et moi, j'aime bien la remarque qu'il met à la fin. Oui. Très, très élégant, pas du tout ce que je m'attendais d'un agricole. Et c'est ça que je dis par rapport à Clément.
ça peut surprendre beaucoup les gens qui ont une appréhension ou qui ont dur avec les rhums agricoles. Et Clément permet vraiment ça, en fait. Absolument. Et alors, je vais terminer rapidement sur les règles de l'AOC, comme ça, après, s'il y a des questions, on va déguster un produit un peu plus particulier qui n'est pas un rhum. Comme ça, s'il y a des questions, on en profite. Donc voilà, je vous ai dit que vraiment, chaque étape de la production était très contrôlée, très régulée. Et donc, l'étape finale, c'est que quand votre rhum est prêt, même pas encore embouteillé, il faut d'abord le faire valider par un comité de dégustation en Martinique, donc qui a lieu tous les mercredis, qui est constitué de maîtres de chais de différentes distilleries, de personnes qui travaillent dans des entreprises liées à l'industrie, et puis d'autres personnes, pas forcément qui travaillent dans cette industrie. Et donc, leur rôle, c'est de faire une dégustation à l'aveugle et de vérifier que les grands arômes du rhum agricole de la Martinique sont bien présents dans le rhum. Voilà. Donc là, vous vous souvenez de l'épice créole que vous avez dégusté. On est bien sûr sur un profil atypique. On n'est pas dans le rhum agricole classique, même si vous avez bien vu, il reste végétal. Enfin, on retrouve le rhum agricole. Eh bien, on ne l'a pas fait passer au comité de dégustation parce que voilà, on s'éloigne un peu volontairement, cette fois-ci chez JM, on s'éloigne un petit peu du profil AOC Martinique. Voilà. Donc vraiment, jusqu'au bout, vous voyez, on a ce contrôle sur les rhums. Donc voilà, qu'on les aime ou non, en tout cas, ce dont vous pouvez être certain, c'est que quand vous dégustez une bouteille de rhum AOC Martinique, vous pouvez être vraiment sûr de la qualité du produit que vous êtes en train de déguster. Et tous les rhums produits dans toutes les distilleries en Martinique, s'ils proposent, ils ont l'AOC. On ne peut pas créer un autre style de rhum et passer outre. Si, vous pouvez. Oui, on peut. Voilà, vous ne le présentez pas, vous ne le présentez pas au comité. Voilà. Ouais. Après, bon, ce n'est pas la majorité des distilleries. Puis de toute façon, c'est aussi ce qui fait la réputation des distilleries martiniquaises, c'est cette AOC. Voilà pourquoi une distillerie qui a aussi envie d'innover un petit peu, et c'est important, de temps en temps peut se permettre de passer outre l'AOC parce qu'elle est déjà connue. Voilà, JM, on sait que ce sont des rhums de qualité. Voilà, donc ce n'est pas grave de temps en temps de contourner un petit peu. Ça peut permettre de proposer des choses différentes et d'innover aussi. D'expérimenter, d'innover, oui, c'est ça. Complètement. Okay. Est-ce qu'ils cherchent encore des petits Belges pour rejoindre le comité? Alors sinon, je crois que Stéphane De Boll de chez Sinoco aussi participe parfois à des jurys de rhum justement pour des concours. Et donc, alors moi, je n'ai jamais fait, mais j'imagine que ça doit être vraiment très intéressant. OK. Pas de brut de colonne prévu. Alors, est-ce que je spoil un petit peu? Donc, on a un projet, en effet, avec Clément de brut de fût de colonne, donc un blanc. Voilà, donc qui n'est pas encore tout à fait finalisé, mais qui arrive. Maintenant, moi, mon job, ça va être de le pousser à l'export. Voilà, donc si on a un public, en effet, qui peut être intéressé par ce type de produit, alors dans ce cas, c'est noté et je saurai vous garder des bouteilles. Je crois qu'en Belgique, il y a pas mal d'amateurs de brut de colonne. Ouais, bon, je m'en doutais bien. Donc, voilà, ici, c'est déjà 100% des participants, je crois. Donc, donc quelque chose comme ça pourrait arriver en tout cas vraiment bientôt chez Clément. La part des anges en Martinique représente plus ou moins combien? C'est un climat très chaud. Entre 8 et 10%. Donc, entre 8 et 10% de pertes chaque année. Et donc, comme en Martinique, on utilise la méthode du houillage, en fait, on va prendre un des fûts de la même année pour compléter les autres. Donc, en fait, si la première année, j'ai 10 fûts, chaque année, j'en prends un pour venir compléter les 10% perdus des autres. Et donc, forcément, au bout de 10 ans, il ne me reste plus qu'un fût. Voilà, donc un 10 ans agricole, c'est quelque chose de rare. Ça, il faut en être conscient aussi. Ça peut se répercuter aussi parfois dans le prix. Ça permet d'expliquer aussi cet aspect-là. Okay. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on continue avec le shrub? Puis toutes les questions, de toute façon, vous n'hésitez pas. Il n'y a pas beaucoup de questions cette soirée. Je crois que c'est tout très clair.
Alors, la Peut-être qu'il- dernière cuvée qu'on a en dégustation, donc ce n'est pas un rhum, hein, vous l'aurez remarqué, c'est un shrub. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une liqueur d'orange, en fait. Donc, à base de rhum, c'est du rhum VSOP. Et puis après, on a une macération d'orange et d'épices tropicales. Voilà, donc le shrub, c'est une parole, vraiment un mot martiniquais. Et donc, c'est super traditionnel parce qu'ils le préparent pendant les périodes des fêtes, hein, à Noël, en famille. Ils le font eux-mêmes. Voilà, ce serait notre vin chaud à nous. Eux, ils ont leur shrub. Alors, à boire comme ça, hein, pur. Ou alors, moi, j'aime bien rajouter un glaçon. Moi, je trouve que le boire frais, c'est vraiment très agréable. Et puis l'autre twist, Charlotte. Ah. c'est en cocktail. Vous pouvez ajouter un peu de tonique aussi dedans. En shrub tonic, ça marche très très bien. Ouais, voilà, exactement. Donc vraiment le servir comme un gin tonic, mais voilà, en shrub tonic. Ouais. Et alors, si vous voulez, moi je vais le mettre de temps en temps en dégustation aussi. Vous mettez la bouteille, vu qu'on est quand même à 40 degrés, vous mettez la bouteille au congélateur et vous la servez comme un limoncello. Ah oui. Dans un petit verre en pause café ou accompagné d'un morceau de chocolat, une orangette. Ça, c'est vraiment. Ouais. Mais plus froid, je trouve que plus froid c'est, meilleur c'est. On va moins sentir d'alcool. Ça va passer très très bien. Trop bien peut-être. Ouais, je te rejoins là-dessus. Moi, j'ai toujours aimé froid, ouais. Mais aussi dans des cocktails. Hein. Ouais. Tout à fait. C'est vraiment, le shrub fait partie de la gamme bar Clément, donc aussi, voilà, elle s'adresse aussi aux bartenders. Est-ce que Clément était le premier à commercialiser un shrub au niveau international? Alors, il me semble que oui. Alors, j'ai Oui, peut-être hein. une bêtise, mais il ne me semble pas en avoir vu tellement d'autres. Ouais. Et on sait quelles sont les épices exactes qui sont utilisées pour la macération? Alors, je ne saurais pas vous dire exactement, Non, là, non. malheureusement. C'est bien, comme tu avais dit, voilà, c'est un produit qui est beaucoup bu fait de fin d'année. Je crois qu'en Belgique, j'ai réussi à le faire boire tous les mois, Ah oui. tout au long de l'année. Quand il Ouais, fait à la chaud, fin de quand il fait l'année. froid. Ouais. Mais c'est vrai que ça, c'est vrai qu'en apéro ou en pause café pendant les fêtes, après un repas, avec un dessert, un morceau de tarte, quelque chose de fruité, c'est vraiment Ouais. très, très agréable. Donc, et Arthur a mis 2 verres au congélateur. Ouais, c'est génial. Ça. Ouais, en effet, on a un bon public parce que vous savez très bien comment l'utiliser. Donc, avec la nouvelle réglementation, le Schropp rentre dans quelle catégorie? Liqueur, alors, liqueur de... Ah oui, il a toujours fait partie de la Il a catégorie. fait toujours partie de la catégorie. Ouais, on n'est pas du tout sur un rhum, hein, pour le coup. C'est fait à base de rhum, hein. Si vous voulez, ce serait comme un grand marnier, mais à la place du cognac, c'est du rhum. Et l'autre liqueur de chez Clément, le Maïna Coco, rentre dans cette même catégorie de liqueur. Oui. Ouais. Tout à fait. Alors, comme on a terminé les dégustations, voilà, moi, ça m'intéresse toujours de savoir un petit peu ce que vous avez préféré. Alors, si vous voulez bien, soit nous le dire en direct, soit nous le mettre dans le chat. Plutôt rhum traditionnel, plutôt rhum agricole, et si les deux, quelle référence vous a le plus, est-ce que laquelle vous avez le plus apprécié ce soir, ou vous a étonné Voilà, moi j'aime bien avoir des retours là-dessus. Tout le monde pense, réfléchit. Oui, c'est ça. Ils sont toujours en train de boire, en fait. Stéphane, oui. quelle référence préfères-tu? Moi, personnellement, moi, c'est vrai, j'ai toujours un style, toujours très apprécié les rhums JM. C'est vrai, quand j'ai commencé dans le monde des rhums, dans le monde des spiritueux, il y a presque 20 ans, le premier rhum que j'ai bu, c'était un JM 15 ans d'âge. Donc, j'ai dit, c'est comme Obélix, moi, je suis tombé dedans directement. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup d'affinité avec les rhums agricoles, même si j'ai appris à découvrir le style des rhums de Sainte-Lucie, que j'apprécie beaucoup sur certains Sherman ou Amiral, ça dépend. Mais c'est vrai que personnellement, j'ai plus d'affinité avec les rhums agricoles et plus JM encore que d'autres. Même si toute la gamme est magnifique, mais voilà. On a toujours des coups de cœur. Donc, C'est comme Wim le dit dans le chat, l'épice créole.
pour moi aussi, c'était une révélation ce soir. Donc. Guy dit, lui, le jardin Makuba, je lui avais fait goûter. C'est vrai que c'est super bon. Donc, ouais. Il y a un peu de tout, ça, malgré tout. Oui, c'est vrai, je vois. Il y a Mocha, il y a Makuba, Chairman Legacy, Épice Créole, donc un peu de tout. Oui, c'est très bien. C'est vrai qu'on a un public ici ce soir, on a un public assez différent, représentant un peu toute la Belgique. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre au début, moi personnellement, d'avoir plus d'impact suivant francophone, néerlandophone par rapport à agricole ou pas. Et là, je me rends compte qu'en fait, pas spécialement. Et c'est la preuve qu'avec les Roms Clément et JM, on peut toucher vraiment un public très, très large. Donc, voilà, je crois que ce que Yo dit, dit tout. Ouais. J'aimais bien la diversité de la sélection. Donc, Bon, bah, génial alors. L'épice, l'épice. Quand on a, c'est vrai que c'est, je trouve important, quand on a plusieurs variétés de rhum, il faut faire déguster un peu de tout parce qu'on l'a bien vu ce soir encore, selon la provenance, selon la façon d'être fait, le fût utilisé, vous avez tellement de choses différentes. Et donc, en fait, voilà, il y en a pour tous les goûts. Donc après, voilà, il faut trouver ce qui correspond le mieux aux personnes. Qu'est-ce qu'on peut leur faire découvrir de nouveau peut-être, et c'est ça qui est intéressant. On s'ennuie jamais avec le rhum. Voilà, je crois que lentement, on va arriver à la fin de la dégustation. S'il y a encore des questions, c'est le moment maintenant. Avant ça, peut-être un dernier mot, Stéphane, de toi? Moi, je voulais déjà remercier toi, Yéwan, pour l'organisation et Charlotte pour la présentation de ces six Roms, de tous les gens présents ce soir. Donc voilà, c'était vraiment très, très agréable. Une très belle sélection, très variée, comme Jean l'a dit. On est parti un peu dans tous les sens. On a essayé de vous faire découvrir ou redécouvrir, pour certains, des produits. Ce qui prouve, moi personnellement, ce qui prouve que les rhums agricoles peuvent avoir une image bien meilleure de ce que certaines personnes pensent, que les rhums style anglais ne sont pas forcément que des rhums très épicés, mais peuvent avoir beaucoup plus de fraîcheur et d'élégance. Et voilà, donc je vous remercie tous pour votre participation et la dégustation qu'on a faite ensemble. Voilà, très bien dit. Pour tout le monde le sait, mais si vous voulez commander les bouteilles, c'est chez Sinoco, bien sûr. Charlotte, le dernier mot est pour toi. Ah, dis donc. Non, merci à tous. C'est la deuxième masterclass que je fais avec Sinoco sous ce format. Et c'est toujours un plaisir. Je trouve que voilà, c'est des bons commentaires, des bons retours de la part de tout le monde. Et c'est toujours génial de mettre plusieurs types de rhum en confrontation. Et c'est super intéressant pour moi aussi. Donc, merci encore et merci pour l'organisation. C'était vraiment super. Génial. Encore une fois de ma part aussi, merci Stéphane, merci Charlotte pour cette masterclass. C'était vraiment une découverte, comme tout le monde l'a dit déjà. Merci à tous les participants. Il y a je crois, quatre autres masterclass qui viennent encore cette année de Sinoco dans les suivants mois. Donc, je vous revois. Normalement en néerlandais ou en anglais, donc ça c'est mieux pour moi. Je voulais féliciter Jeroen pour son français parce que franchement, génial. Si je pouvais parler néerlandais comme toi tu parles français, ce serait magnifique. Non. Moi je vais dans le montage pour YouTube, je vais éditer tous mes erreurs. Donc, voilà. Non, il n'y a pas d'erreur. Non, tout le monde, merci. Je vais finir la session ici et on vous revoit en octobre, je crois. Merci beaucoup. Merci, bonne Ciao. soirée à tous.